Oui, Bienvenue. Ah, merci, bonsoir. bonsoir. Et je suis très ravi que tu acceptes mon invitation pour Je t'en prie. l'émission, pour ce débat, hein, ce Oui, débat surtout idéologique et culturel, oui, que malheureusement notre peuple, nous sommes beaucoup focalisés sur la lutte politique, économique, etc. Mais beaucoup de leaders, beaucoup de panafricanistes ont délaissé le mhm, combat idéologique. Moi, je suis vraiment sur un terrain idéologique parce que j'ai très vite compris que c'est cela qui dérange nos bourreaux, c'est cela qui dérange les Occidentaux tout quand à on fait. est sur le débat idéologique. Ils Oui, ne veulent pas que l'Africain, que les Noirs soient sur le terrain idéologique. tout à fait. Donc, je vais te laisser te présenter hein, pour les personnes qui ne te connaissent pas. Moi, je Mhm. suis vraiment ravi. Je suis vraiment ravi de faire l'émission avec toi. Donc, je te laisse te présenter et ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Oui, merci. Moi, je me nomme Dacier de Bindouté. Voilà, mon nom est purement africain. Voilà, à part le D qui est dedans là, sinon, mon nom est purement africain. Da, c'est le nom de famille. Mhm. Et Sié, ça veut dire le premier fils d'une femme lobby. Parce que chez les lobbies, on donne les noms selon l'ordre de naissance chez la femme. Voilà, Mhm. donc Sié, c'est le premier fils, Sansan, c'est le deuxième, Olo, c'est le troisième. Si ce sont les filles, la Mhm. première, c'est Yeri, deuxième, c'est Oo, troisième, c'est Ini. Voilà, ainsi de suite. Si c'est des jumeaux, on a les noms. S'ils sont des triplés aussi, il y a les noms. Donc, les noms ne sont pas donnés au hasard. C'est pourquoi, ce qui explique mon nom. Bindouté, c'est le nom de mon papa. Voilà, et ça, c'est un nom initiatique. Parce que après ces noms dits d'enfants là, on prend maintenant d'autres noms qu'on appelle, on va s'initier au Djoro et on devient maintenant un grand. C'est-à-dire une personne maintenant qui connaît la société et tu deviens un initié et tu peux porter un nom initiatique. C'est ça qui termine en T pour les hommes. Et Mhm. vous verrez que le thé là existe partout en Afrique de l'Ouest. Vous avez les Konaté, vous avez les Diabagaté, vous avez les, comment on appelle, même au Tchad, vous avez les Nilamté et Mhm. autres. Donc, pour parler culture, pour que les gens puissent comprendre, rien n'est laissé au hasard en Afrique. Voilà. Donc, si c'est les hommes, maintenant, c'est les femmes, les noms là se terminent par mi. Voilà. Par mi. Voilà, MI. Donc, voici en tout cas ce qui concerne mon nom. Moi, je suis sociologue de formation, précisément anthropologie. Je suis spécialiste des rites funéraires, des rites initiatiques et funéraires africains. Voilà, donc voici où en tout cas j'accroche, je suis accroché où j'ai travaillé en tant que sociologue. Et j'ai travaillé aussi comme journaliste. Et je suis panafricaniste éthiopien et Kizerboin. Voilà, donc voici en tout cas mon paradigme intellectuel. OK, en tout cas, je suis ravi et je pense que les abonnés qui regardent cette vidéo découvrent. Il y a déjà, je pense, dans les commentaires, d'autres personnes qui te connaissent déjà. Mais c'est vraiment rare que dans cette lutte, on ait des aînés comme toi, des panafricanistes formés, hein, des sociologues de très formés, anthropologues, etc. C'est ce qui manque d'ailleurs dans cette lutte parce que malheureusement, comme je dis, euh, il faut que chacun soit spécialisé dans son domaine. Mais Tout à aujourd'hui, fait. nous sommes dans une lutte où des gens qui ne sont pas spécialistes de la finance deviennent des experts en économie, deviennent des experts en sociologie, etc. Et les gens qui sont formés pour ces domaines, on ne les voit pas. Et, et c'est malheureux parce que quand on prend une armée, il y a un général de brigade, général de bataillon, il y a le tireur d'élite, chacun a son poste. Mais il n'y a que dans notre lutte où on voit, voilà, tout le monde prend la place de tout le monde et ce n'est pas structuré, ce n'est pas organisé. Oui, Donc pour faire ce c'est débat,
Moi, j'avais déjà réagi très rapidement en posant une vidéo pour inviter les nôtres à faire une réflexion collective, parce que je le rappelle, Gims n'est pas du tout quelqu'un que je porte dans mon cœur. Je ne suis pas un admirateur de Gims. Je l'ai déjà dénoncé, j'ai déjà rencontré le personnage et je sais ce qu'il pense de la lutte panafricaine, de la lutte noire, etc. Mais au-delà de ce différend que j'ai eu avec lui, je me suis dit, je ne peux pas laisser, comment dire, les ennemis extérieurs attaquer notre communauté sur le plan idéologique. Parce que Gims, certes, mais derrière le masque de Gims, ils essayent d'attaquer notre peuple sur le plan idéologique et culturel. Donc, la meilleure façon de donner une réponse était pour moi de t'inviter en te donnant la parole pour que tu puisses apporter et partager tes connaissances avec mes abonnés, avec l'Afrique, le peuple noir. Et il y a aussi beaucoup de Français qui sont abonnés sur ma page, qui nous écoutent. Malheureusement, pour eux, je comprends que leurs médias mensonges ne veulent pas dire la vérité à leur population parce que ces médias sont payés et chargés pour maintenir leur propre peuple dans le mensonge. Alors, dire la vérité aux Français que oui, peut-être il y a eu de l'électricité ou peut-être que Cléopâtre était noire, on comprend le choc que ça peut provoquer. Mais face, en invitant un spécialiste comme toi, je pense que s'il y a des journalistes, soi-disant maintenant, qui veulent contester ce débat que nous allons faire, ils sont les bienvenus. Voilà. Merci. Je dirais d'abord merci du point de vue scientifique, comment tu poses le problème. Parce qu'effectivement, en Afrique, on ne parle pas d'anthropologues, de sociologues, de linguistes, d'historiens. Même s'ils sont là, les gens ne veulent pas parler parce que c'est une question de paradigme. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les premières luttes au niveau de la négritude, c'est vrai que les gens étaient engagés, mais quelque part, il a manqué de la profondeur parce qu'il n'y avait pas assez de soutien historique. Et c'est pas pour rien, quand vous voyez les premiers qui ont fait la négritude, se sont beaucoup accrochés à Léo Frobenius. Parce que Léo Frobenius est le premier Européen qui a osé parler de l'histoire, qui a osé utiliser le mot histoire et civilisation concernant l'Afrique. Il a publié un ouvrage intitulé L'histoire de la civilisation africaine. Et dans cet ouvrage, Léo Frobenius démontre comment l'Africain est civilisé jusqu'à la moelle des os. Léo Frobenius le dit. Et Léo Frobenius dit aussi que l'esclavage est un besoin européen parce qu'il fallait développer l'Amérique. Et il démontre aussi comment le concept de fétiche n'a rien de péjoratif parce que c'est un mot portugais qui veut dire c'est à quoi on est attaché. Donc, les militants de la négritude vont beaucoup lire Léo Frobenius, mais vous voyez Aimé Césaire, vous voyez Senghor, vous voyez Léon Gontran Damas, tous ces militants de la négritude n'avaient pas une profondeur dans la culture africaine. Ils étaient restés dans la belle langue française en train de faire ce qu'on peut appeler entre guillemets la littérature, c'est-à-dire les belles lettres, mais ils n'étaient pas entrés en profondeur. C'est pourquoi Aimé Césaire sera surpris quand Nation Nègre a été publié. Vous voyez l'ouvrage de Cheikh Anta Diop, c'est ça comme ça. Voilà, il faut voir. Donc, il faut regarder, s'il te plaît. Voici l'ouvrage. Voilà. Oui. Donc, quand ça a été publié en 1954, Aimé Césaire l'a lu et il a cherché des spécialistes à Paris pour en discuter. Il n'a pas pu. Et l'ouvrage, c'est quoi? C'est la première thèse de Cheikh Anta Diop. La première thèse de Cheikh Anta Diop. Et vous voyez, Cheikh Anta Diop pose le problème que nous vivons aujourd'hui. Le titre de l'ouvrage est sous-titré « Nation nègre et culture, de l'antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique noire d'aujourd'hui ». Donc, c'est pourquoi je te remercie du fait que tu as posé le problème sous cet angle. Et quand il devait soutenir cette thèse-là à la Sorbonne, les Français sont trop malhonnêtes, il faut le dire. Les Français sont trop malhonnêtes. Ils refusent de voir les choses intellectuellement parlant. Enfin, et dans les médias, on parle de l'élite. L'élite. On parle de l'élite. Une partie du peuple aussi. On peut dire
En tout cas, surtout voilà, l'élite. même l'élite française est trop malhonnête. Je suis sociologue, je connais bien la culture française parce que quelqu'un qui a étudié la sociologie connaît bien l'histoire sociale et politique de la France, puisque la sociologie est née en France. Et l'élite française est très malhonnête. Même dans les recherches scientifiques, ils refusent de citer les chercheurs africains qui ont fait souvent même des travaux qui déconstruisent les thèses. Ça, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire parce que c'est scientifique, c'est démontré. Voilà. Et même sur ce sujet, Théophile Obenga a répondu aux François Fauvel et autres qui avaient injurié Cheikh Anta Diop. Et Théophile Obenga a écrit un ouvrage, Le sens de la lutte afrocentriste, parce qu'il voulait envoyer le problème en justice. Mais il a écrit un ouvrage, il n'est pas volumineux, mais ça fait mal à la tête. Parce qu'il faut être cultivé pour pouvoir suivre ce qu'il disait. Mais aucun intellectuel français n'a répondu. Et ils n'osent pas répondre. Parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils ne veulent pas dire la vérité scientifique. Ils veulent faire de l'idéologie. Pourquoi? Parce que d'abord, Cheikh Anta Diop a étudié en France. Il a fait la Sorbonne. Et Nation Nègre, tous ses écrits ont été publiés sur Présence africaine, une maison d'édition créée par Lune Diop dans le cadre de sa lutte. Et ça a été publié là-bas. Présence africaine est en France là-bas, à Paris, je crois, de la rue des Écoles, si on regarde l'adresse. Oui. Donc, les gens peuvent aller fouiller les livres et puis lire. Et Cheikh Anta Diop devait soutenir ça comme thèse, mais ils n'ont pas pu rassembler le jury. Donc, il est resté comme ça avec l'ouvrage. C'est Aline Diop qui allait le voir. Mais pourquoi ils n'ont pas pu rassembler le jury? Est-ce que tu peux expliquer? Ils ne voulaient pas qu'ils soutiennent, voilà. Parce que le problème évoqué ici, il démonte la civilisation occidentale. Il démonte la civilisation occidentale en ce sens qu'il démontre que l'Égypte est nègre. Et il rapproche l'Égypte de l'Afrique précoloniale. Précoloniale, c'est ça. C'est que les Européens ne voulaient pas parce que c'était l'époque coloniale. Ça a été publié en 1954. Donc, vous voyez, en 1954, on ne parlait même pas d'abord des indépendances. Oui. Donc, Cheikh Anta Diop est resté comme ça. C'est Alioune Diop qui est venu prendre l'ouvrage. Il dit, bon, comme ils n'ont pas voulu, attends, je vais le publier. Et c'est comme ça Alioune Diop a publié Nation Nègre et Culture. C'est devenu maintenant une bombe. Et Cheikh Anta Diop est reparti encore s'inscrire en thèse pour écrire une autre thèse. C'est là maintenant qu'il va soutenir la thèse là en 1960. Et dans son jury, c'était la meilleure des crèmes des anthropologues et des chercheurs français qui étaient dans le jury. Quand je dis que les intellectuels français sont malhonnêtes, c'est vrai scientifiquement. C'est même dans leur ADN. C'est dans leur ADN. C'est que je dis aucun intellectuel ne va venir démonter ça. Parce que je suis sociologue. C'est des débats qu'on a menés en classe. C'est des débats qui existent dans le discours scientifique en sociologie et en anthropologie. Cheikh Anta Diop a été dirigé, les travaux de sa thèse ont été dirigés par Marcel Griol. Marcel Griol, c'est le spécialiste, c'est le premier anthropologue français, si on peut dire, au sens noble du terme, parce que c'est avec lui que les recherches de terrain du point de vue anthropologique ont commencé quand il a commencé la mission Dakar-Djibouti en 1931. C'est la première fois que la France fait l'anthropologie de terrain. Et quand Marcel Griol n'a pas pu encadrer, il n'a pas pu finir et il est mort. Mais Cheikh Anta Diop a pu soutenir la thèse. Et la thèse là, quand il a fini de soutenir, c'était encore pour démonter. Et les Georges Balandier faisaient partie du jury. Qui est cette personne? Georges Balandier, c'est un anthropologue français et qui est spécialiste de l'Afrique, précisément l'Afrique centrale. Il a écrit l'Afrique ambiguë, il a écrit anthropologie politique, il a écrit anthropologique des trucs. Il a écrit pas mal d'ouvrages sur l'Afrique. Tous les Français le connaissent. Et si les gens ne se réfèrent pas à ces jours, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu dis la vérité scientifique telle que je l'ai dit, tu vas voir des Africains qui sont choqués. Que Dacier parle mal, il est arrogant. Mais non, laissez les intéressés eux-mêmes parler. Donc, la thèse va soutenir, il a publié, ça a été publié en 2 versions. Sa dernière thèse. Comment on appelle? L'Afrique noire précoloniale. Où Cheikh Anta Diop démontre l'organisation politique africaine précoloniale avant l'arrivée des Européens, pour montrer que l'Afrique était politiquement bien structurée. Il y a maintenant ce qu'il appelle l'unité culturelle de l'Afrique noire.
sous-titré le domaine du matriarcat et du patriarcat dans l'Antiquité classique. Là-bas, Cheikh Anta Diop démontre que c'est le matriarcat qui est l'organisation fondamentale de l'humanité. Et que le patriarcat, c'est ce que les Européens vantaient, c'était au contraire l'organisation sociale misogyne. Vous voyez. Donc, voici comment le débat, il faut le poser sur le plan intellectuel. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, en France, ils ont toute la documentation possible. Les Occidentaux, ils ont tous les documents. Mais pourquoi les gens posent le problème de cette manière? Parce qu'il y a un problème. Les Européens se sont dit qu'ils sont les plus civilisés. Ils ont fait des conquêtes. Ils ont amené la religion. Ils ont dit qu'ils ont envoyé la civilisation. Ils ont la Grèce antique, ils ont la Rome antique qui ont été la lumière. Mais malheureusement, dans les recherches de Cheikh Anta Diop et même dans les écrits, ils se rendent compte que le miracle grec n'existe pas. Les Grecs eux-mêmes n'ont pas produit d'école. Non. La Grèce antique et la Rome antique sont des analphabètes. Je le répète. Ils n'ont rien produit intellectuellement. La Grèce a commencé à produire intellectuellement quand les profs philosophes ont commencé à voyager en Égypte. On parle de la Grèce antique, mais les Européens sont malhonnêtes. Ils ne veulent pas dire que la Grèce antique n'a rien produit avant les voyages en Égypte. C'est quand maintenant Thalès, le premier, est parti, il est revenu. Pythagore, Platon est parti. Il a fait 13 ans en Égypte, il est revenu. Platon a créé ce qu'on appelle l'académie. Le mot académie et l'institution académique que vous avez vu là, ça provient de Platon. De Platon. Après son voyage d'Égypte. Aristote est parti, il est revenu, il a créé le lycée. Le lycée que vous voyez aujourd'hui dans le monde occidental vient de Aristote. Est-ce que vous voyez? Après son voyage d'Égypte. Pythagore est parti, il est revenu, il a créé l'hémicycle. L'hémicycle que vous voyez aujourd'hui des députés là, ça vient de Pythagore. Après son voyage de l'Égypte. Et le biographe de Pythagore, c'est Jamblique, le philosophe Jamblique. Donc, voici comment la Grèce antique a commencé à produire, jusqu'à ce que les Diodore de Sicile, tout ça là ne viennent après, pour commencer maintenant à écrire l'histoire de la Grèce antique. Mais les mêmes Grecs aussi, les mêmes historiens grecs disent que leurs maîtres, ce sont les Égyptiens. Ce sont les Égyptiens. Et les dieux grecs même, le panthéon grec, les dieux là, viennent se ressourcer en Éthiopie. D'où pourquoi à l'époque, les Noirs dans l'Antiquité méditerranéenne, c'est-à-dire dans la Grèce antique, il y avait des écrivains, il y avait des acteurs, il y avait des comédiens, il y avait des intellectuels noirs déjà à l'époque. Delphos et la ville de Delphes a été créée par Delphos. D'accord. Memphis que vous voyez aujourd'hui, c'est-à-dire il y a beaucoup de répliques. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? La Grèce, voilà comment la Grèce a évolué. Le miracle grec n'existe pas. La Rome antique. La Rome a produit quoi? On nous parle de la République venue de la Rome. On nous parle de la démocratie venue de la Rome. C'est pourquoi aujourd'hui, comme les Africains ne connaissent pas, ne veulent pas aller dans la profondeur, la Grèce a été démocrate. On dit c'est la démocratie. Mais les Platons là ont critiqué la démocratie. Le premier à critiquer la démocratie, c'est Platon. Les philosophes eux-mêmes n'en voulaient pas parce qu'ils ont vu mieux ailleurs, en Égypte ancienne. D'accord. Et en Grèce antique, les femmes n'avaient pas droit de citer. Et elles n'étaient même pas citoyennes. C'est le mot citoyen là aujourd'hui, on utilise même dans les papiers, on embrouille les gens. Le concept de citoyen là en Grèce antique, ceux qui étaient citoyens, ils étaient combien? On pouvait les compter. Au bout des doigts. Au bout des doigts. Et aujourd'hui, on prend ces mots-là, on embrouille les Africains, on dit citoyens, citoyens. Nous-mêmes, on n'était pas citoyens, on était appelés les indigènes. Bon, maintenant, c'est que je voulais vous montrer un autre ouvrage parce que il y a un compatriote burkinabé qui a écrit. Son ouvrage est un ouvrage didactique. Vous pouvez, tout ce que je viens de dire, vous pouvez voir ça dans cet ouvrage. Yoporeka Somé, c'est un égyptologue burkinabé qui enseigne présentement au Kenya.
l'Afrique dans la philosophie, introduction à la philosophie africaine pharaonique. Nous allons C'est un publier ouvrage après en commentaire voilà, les titres des ouvrages voilà. pour ceux qui sont Donc, intéressés. ce que je viens de dire à propos de la Grèce, vous pouvez lire ça dans cet ouvrage. Ça a été publié dans les éditions Kepera. Voilà, partout, les gens peuvent avoir ça en France. Et maintenant, quand vous prenez la Rome, c'est la même chose. On parle de république. Mais c'était de la monarchie. L'Europe, aujourd'hui, là, toute l'Europe est monarchique. L'Europe est à 80% monarchique. Monarchique, oui, oui. Voilà. Donc, il y a des choses qu'il faut comprendre. Maintenant, quand on sort de tous ces décors, oui. Pourquoi vous ne voyez pas que la France a adulé Kizerbo? Parce que Kizerbo, c'est un historien. Il connaît l'histoire du monde. Il connaît les limites de l'Occident. Comment la France va l'aduler? Kizerbo devait être à l'Académie française. Il devait travailler à l'Académie. Juste, est-ce que tu peux leur rappeler qui est Kizerbo? Parce qu'il y a des gens peut-être qui ne connaissent pas. C'est le moment d'honorer nos dévanciers, nos héros. Voilà, comme Kizerbo. Donc, tu peux leur dire qui est Kizerbo, s'il te plaît. Kizerbo est un historien burkinabé. Et c'est lui et bien d'autres qui sont les pionniers à écrire l'histoire de l'Afrique. Parce que selon Koukeri Vidrovich, les Européens eux-mêmes n'ont pas écrit l'histoire de l'Afrique. Du point de vue scientifique, les premiers... si vous pouvez trouver son article dans L'Afrique répond à Sarkozy. Koukeri Vidrovich, c'est une historienne française qui est spécialiste de l'histoire coloniale française en Afrique. Koukeri Vidrovich a écrit, il dit que les Européens eux-mêmes n'ont pas écrit l'histoire de l'Afrique. Ce sont les Africains qui ont commencé du point de vue scientifique à écrire sur l'histoire de l'Afrique parce que les premières thèses de doctorat sur l'histoire africaine ont été écrites par les historiens eux-mêmes, africains eux-mêmes. Et il a donné la chronologie du point de vue de la culture française. Vous voyez. Donc, Kizerbo, il va écrire, il sera de ceux-là qui ont lutté pour réécrire l'histoire de l'Afrique, pour dire que l'Afrique a une histoire. Et ce n'est pas pour rien quand Matambo était là et que le directeur de l'UNESCO, il y avait le projet d'écrire une histoire générale de l'Afrique. On a dit à Cheikh Anta Diop de participer. C'est là que Cheikh Anta Diop a écrit à l'UNESCO pour dire que non, on ne peut pas écrire l'histoire générale de l'Afrique ou une histoire générale de l'Afrique si on ne tranche pas sur la question de l'Égypte entière. Et c'est là que l'UNESCO a organisé le colloque du Caire, où étaient représentés seulement Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop au compte de l'Afrique. On rentre dans les détails. On rentre dans... Juste pour expliquer aux gens, parce qu'on a parlé de la Grèce antique, la Rome antique, etc. J'ai cru, en lisant mes ouvrages, dans l'ouvrage Les Noirs dans l'Antiquité méditerranéenne, j'ai cru lire que même le mot, par exemple, le mot russe, qui fait question à plus d'un titre, le mot vient du grec, et que même à l'époque, dans l'Antiquité, les Grecs eux-mêmes qui ont voyagé vers l'Afrique du Nord disaient que l'Afrique du Nord était noire parce qu'ils n'ont pas vu de blanc, c'est-à-dire ce qu'ils nous disent aujourd'hui, Maghreb, Maghrébin. Déjà à l'époque de la Grèce antique, eux-mêmes le disaient que l'Afrique du Nord était noire. Oui, puisque en Grèce même, il y avait des Noirs. En Grèce antique, il y avait des Noirs. Puisque les Noirs ont peuplé... Le problème, je vais arriver à là où le problème racial a commencé. La plupart des savants grecs, personne n'a été... Les Grecs et les Romains n'ont jamais été racistes. Scientifiquement, ils n'ont jamais été racistes. Oui. Avant la naissance et l'écriture de la Bible, le racisme n'existait pas sur Terre. C'est vrai. Les savants grecs ont passé tout leur temps à démontrer, à expliquer ce qui a fait que les Noirs sont noirs. La plupart disaient que non, ils sont noirs à cause du soleil, que c'est le soleil qui les brûle. Il n'y avait pas les débats sur l'ADN, les gens n'étaient pas avancés. L'Éthiopie même, le mot Éthiopie vient de ça, à Éthiopios. Mais l'Éthiopie n'est pas un mot venant de la langue éthiopienne. Non, c'était Éthiopios. C'est Aksum. C'est Aksum et bien d'autres. Oui. Voilà. Donc, les Grecs ont passé tout leur temps à démontrer comment les Noirs étaient noirs. Ils n'ont jamais été racistes.
parce qu'ils avaient leurs maîtres en Afrique. Et là où les gens partaient se former, c'était en Égypte. L'école d'Alexandrie va venir après. Donc, ce qui est écrit, effectivement, c'est vrai, parce que ça soit la Rome, Paris même a été créé par les Noirs, parce que Paris veut dire temple d'Isis, Parisis. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses que les gens ne veulent pas entendre. Même Rome, voilà, même Rome. Dans toute l'Europe. C'est pour ça que même Hérodote disait qu'il avait écrit dans, je crois, les Colchidiens, c'est ça, de l'Égypte et de la Libye. Il disait que ce n'est pas un hasard que, d'ailleurs, en disant que en haut de l'Afrique du Nord, que les gens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Et donc, il trouvait tellement une beauté à ces personnes, même quand ils vivaient à l'époque dans la Grèce antique, c'était des gens qui étaient vénérés. On leur trouvait une beauté et ils disaient même qu'on pouvait même aller au-delà de la Grèce antique, même jusqu'en Asie, qu'on retrouvait toujours des soldats noirs parmi même les troupes au-delà de l'Europe, etc. Tout à fait, puisque c'est l'Afrique qui a civilisé le monde. Tout c'est comme, même quand on dit aujourd'hui, il parlait au niveau de l'Asie, Bouddha c'est un vrai nègre avec des cheveux crépus. Les premières statues de Bouddha c'est un nègre typique. Mais vous savez, la falsification de l'histoire est venue avec l'islam et le christianisme d'abord et l'islam. On va y revenir. Donc, quand par exemple tu parles de l'Afrique du Nord, les Hérodotes et autres, vous savez même que les Arabes, ceux-là qu'on dit aujourd'hui Arabes, ils sont venus en Afrique en 648 après Jésus-Christ. Après la mise en place de l'islam, que les Arabes ont commencé véritablement à descendre vers l'Afrique. Même si dans ces zones, il y avait des Noirs, parce que c'était des Noirs. Mais quand on parle de l'arabe, l'arabe, ce n'est pas la peau arabe qu'on voit. L'arabe, c'est la langue que parlaient ces Orientaux. Aujourd'hui, on a comme l'impression de prendre l'arabe comme une civilisation, comme une culture. Non. L'arabe, c'est la langue, même si la langue a un lien avec la culture, la civilisation, mais l'arabe, c'est la langue que la plupart de ces gens-là parlaient là-bas. Et l'Afrique du Nord sera conquise par les Almoravides, les conquêtes islamiques. C'est à partir des Arabes qu'on sera esclavagisé. Parce que l'esclavage, la traite transsaharienne a commencé entre le 7e et le 8e siècle et va aller jusqu'au 20e siècle. Et ça continue actuellement en Mauritanie. C'est les Arabes qui ont été les premiers, des arabo-musulmans, qui ont été les premiers à mettre en place la racialisation partie de la Bible. Et c'est les Arabes qui ont été les premiers à esclavagiser les Noirs. Quand vous lisez Montesquieu, les lettres persanes, il parle beaucoup des eunuques. Et les villes comme Caire, Bagdad et autres, c'était des grands centres de vente d'esclaves. Et la traite transsaharienne a été très violente parce qu'ils avaient une pratique qu'on appelait la castration. Les hommes, on les prend, on coupe le pénis, il faut le dire comme ça, c'est pas que je suis pervers, pour que les gens comprennent. On coupe le pénis et on laisse juste un bout pour qu'ils puissent pisser et on soigne ça et on les amène, on les place dans les harems des émirs, des hauts dignitaires religieux pour qu'ils gardent leurs femmes. Ils avaient beaucoup de femmes. Donc il fallait des eunuques eunuques, c'est-à-dire les gens qu'on a castrés, qui ne peuvent plus faire l'amour, et des hommes qu'on a castrés et que c'est eux qui surveillent les femmes. Donc voici comment les Arabes ont fait. Et les Arabes, c'est eux qui vont maintenant conquérir l'Europe. C'est eux qui vont conquérir l'Europe avec l'Empire ottoman jusqu'en Espagne. À la ville de Cordoue en Espagne, il y a des grandes mosquées. Et c'est après avoir repoussé les Arabes que les Européens maintenant vont commencer à dire que non, les ancêtres aussi étaient grands. C'est comme ça que va partir la notion de renaissance en Europe, dans la ville de Florence, en Italie. Donc, si les Italiens réclamaient la Rome. Ça veut dire que c'est grâce, on va dire aussi, à ces envahisseurs arabo-musulmans qui ont apporté encore un peu plus une civilisation, en quelque sorte. C'est ce que tu veux dire aussi en Europe. C'est les Arabes, ce sont les Arabes qui ont révéler même l'histoire de la Grèce et de la Rome antique aux Européens. Aux Européens, c'est ça. Et c'est à partir de là-bas que les Arabes, les Européens même vont commencer à découvrir leur histoire. Puisque la civilisation, ils étaient plus en avance, ils avaient l'écriture, ils avaient la science, donc eux aussi ils vont apporter quelque chose aux Européens. Mais maintenant, comme les Européens n'étaient pas forts, le christianisme n'était pas fort, les chrétiens n'étaient pas forts. Ils ont par la suite pu finir repousser les musulmans.
Et c'est là maintenant ils ont commencé à parler de leur renaissance, où ils ont commencé à parler de la Grèce et de la Rome, leurs ancêtres, ce qu'ils ont produit comme science, sur la base même des écrits de ces mêmes Arabes. Vous voyez? Et c'est à partir maintenant de là, quand l'Espagne va sortir, comme on appelle, détruit, que maintenant, Christophe Colomb va vouloir aller en Inde pour chercher des débouchés, pour envoyer maintenant à l'Espagne. C'est là maintenant qu'on finance son voyage, parce que l'Europe n'a rien. Oui. Et il se retrouve par hasard chez les Arawaks à Hispaniola, au niveau de l'Amérique, où on dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Et ironie de l'histoire, c'est cette Amérique qui va aider les Européens maintenant à résister au Moyen-Âge. Parce que c'est à partir de là que l'Europe va commencer à avoir les ressources de l'Amérique, l'agriculture. Il n'y a rien en Europe comme richesse. C'est la richesse de l'Amérique qui a construit l'Europe du Moyen-Âge jusqu'à ce que l'indépendance des Américains arrive en 1776, qui va relancer le processus d'indépendance dans tout le continent américain, que les Européens, ne sachant plus où aller, vont revenir maintenant pour coloniser l'Afrique. Vous voyez l'histoire de l'humanité. Donc les Européens sont permanemment et perpétuellement à la conquête et à la recherche des richesses. De richesses. Et vous voyez aujourd'hui les questions de terrorisme que vous voyez, c'est une reconquête, une recolonisation, une réesclavagisation pour redéfinir les cartes et puis s'emparer des richesses africaines encore. D'ailleurs, quand on regarde bien, sans te couper, les méthodes utilisées aujourd'hui par ces soi-disant terroristes criminels que nous on les appelle, et eux ils disent djihadistes pour brouiller les pistes, on observe la même similitude dans les actions qu'à l'époque des razzias arabo, etc., où ça pénétrait les villages, ça tuait tout le monde, ça volait les richesses, les bétails. C'est la même technique, les mêmes procédés aujourd'hui qu'ils font. C'est normal, puisque la religion, c'est la chose la plus monstrueuse qui soit. C'est par là qu'ils ont conquis le monde. Regardez l'histoire de l'humanité. Quand on aborde ça en Afrique, les gens disent que c'est sensible. La chose la plus monstrueuse que l'humanité ait connue, c'est la religion. Les religions abrahamiques. Regardez la conquête musulmane en Afrique et même dans le reste du monde. Et aujourd'hui, regardez les guerres liées aux divisions dans le monde musulman et dans le monde chrétien. Il faut le dire encore, historiquement, les religions d'Abraham ont détruit l'humanité puisqu'ils ont apporté. La trace transsaharienne a été les plus inhumaines au monde. Inhumaine. On vient, on rase les villages et on dit il faut que vous soyez musulmans. Il faut que vous soyez musulmans. Les chrétiens, l'Europe, en Europe même, quand on parle des droits de l'homme aujourd'hui, les Africains sont là, ils s'excitent. L'Europe ne connaît rien sur l'humanité. L'Europe a connu le péché. En France, tu sais ce que c'est. Quand tu dis aujourd'hui aux Européens c'est quoi le péché, ils ont honte. Parce qu'ils savent que les ancêtres ont été plus que des animaux. Où on attrape quelqu'un pour le punir, on l'attache contre un poteau, on met du bois en bas, et puis on met le feu. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que en Afrique du Sud, les Huguenots, les premiers Français qui ont fui pour aller vers l'Afrique du Sud, qui sont aujourd'hui en Afrique du Sud, qui ont les terres, les Huguenots, ben, ils ont fui quoi? Ce sont des gens qui ont fui les persécutions à cause de la religion, les bûchers, etc., et qui sont partis là-bas. Et les Français aujourd'hui, quand tu parles, les Africains s'excitent, les femmes s'excitent. Comment on a tué Jeanne d'Arc? C'est au bûcher. Comment on a tué Jeanne d'Arc? C'est l'Église catholique. Oui, c'est l'Église catholique. Parce que pourquoi? Tu sais, mon frère Béanzin, quand tu connais l'histoire, c'est rigolo. Moi, quand je vois aujourd'hui les Européens parler de ça, ça me fait... Tu sais pourquoi on a tué Jeanne d'Arc? Pourquoi? Qu'elle portait pantalon. L'Église catholique a dit que non, c'est une sorcière. D'ailleurs, c'est eux qui ont ramené l'idéologie de sorcellerie en Afrique, où on voit aujourd'hui des pauvres mères, des femmes sont accusées par les mêmes, des pasteurs, des prêtres de sorcellerie. On les brûle, on les abandonne. Tout ça, c'est des notions qu'ils ont ramenées. C'est l'Église catholique qui a ramené ça en Afrique. Et c'est cette méthode, la manière dont ils ont tué Jeanne d'Arc, c'est cette méthode qu'ils ont utilisée pour tuer Kimpa Vinta au Congo. Au Congo. La prophétesse Kimpa Vinta a été tuée par le bûcher. C'est le premier bûcher qu'on a connu en Afrique.
Donc, quand les gens aujourd'hui parlent de l'Europe, et toi qui es en France, pourquoi quand il y a eu la Révolution française, la première des choses que les Français ont fait, c'est aller détruire la Bastille, qui était la prison, le château fort. Et les pierres de Bastille se vendaient. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi ils l'ont fait? Parce que la prison, nous, on n'a jamais connu de prison. L'Afrique noire, dans notre civilisation, on n'a jamais connu de prison. Mais puisque déjà à l'époque, nous, on n'avait même pas de porte, parce qu'on n'a pas la notion qu'eux, ils ont, c'est-à-dire de séparation, ni de frontières, ni de... On connaissait pas, on ne vivait pas comme ça, on vivait ensemble. Donc, on ne peut pas construire des prisons puisque on n'a pas cette notion, ce n'est pas notre idéologie. Voilà. Donc, aujourd'hui, tout ce que les gens bâtissent, droits de l'homme, démocratie, les gens... Mais quand tu rentres dans l'histoire, c'est rigolo. On accuse aujourd'hui les Africains de ne rien apporter. Je prends par exemple l'école. Théophile Obenga a écrit un ouvrage, l'Égypte, la Rome et la Grèce antique, et Alexandrie, échanges culturels dans l'Antiquité classique. Vous allez voir tous les intellectuels gréco-romains, qu'on dit intellectuels au sens noble du terme, sont passés par l'école d'Alexandrie. Donc, quand vous avez introduit, vous avez parlé de Games et vous avez parlé de l'idéologie. Voilà où j'ai dit que les intellectuels européens sont malhonnêtes. Tu vas prendre Jean Blake, tu vas prendre Pythagore, tu vas prendre tout ce qu'ils appellent comme crème de l'Antiquité. Ils sont tous passés par l'école d'Alexandrie. La Grèce n'a pas fait de l'école. La Rome antique ne connaît pas l'école. Ce qu'ils connaissaient, c'est les combats de gladiateurs. C'est les combats de gladiateurs où les hommes sont assis en arène et on met des prisonniers ensemble à regarder les gens s'entretuer. C'est ce qui a été repris aujourd'hui dans les films. Puisque vous regardez dans les films. À l'époque, déjà, la Grèce antique ou la Rome antique n'avait pas l'écriture parce que l'écriture est apparue, encore une fois, en Afrique, en Égypte, etc. Donc, c'était des gens qui ne savaient pas écrire, comme tu l'as dit au début, ni lire, parce que l'écriture est apparue en Afrique. En Égypte, mais c'est les Africains qui les ont apporté l'écriture. Et moi, bon, quand j'ai lu, bon, on va revenir après parce que c'est le décor qu'on est en train de planter pour que les gens comprennent. Oui. Quand, par exemple, aujourd'hui, les gens s'attaquaient à Gims et puis ils parlent de l'Europe et ils parlent de l'Afrique. Je te dis que quand tu connais l'histoire, c'est rigolo. Le mot Europe là même, tu viens que ça vient des Africains. Ça vient de la partie Phénicie où quand on parle d'Agénor, il a eu une fille, donc des Noirs. Et sa fille, là, avait une peau blanche. Comme les albinos. Et c'est comme ça, voilà, tu as vu, comme les albinos. Et c'est là qu'on l'a appelé Europe, du fait de la blancheur de sa peau. C'est ce mot-là, ceux qui veulent connaître le sujet, je donne un auteur blanc, Pierre Lanares. Il a écrit un ouvrage qui dominera le monde. Vous prenez l'ouvrage et vous regardez comment il parle du mot Europe. Pierre Lanares. L'ouvrage, c'est qui dominera le monde. Donc, aujourd'hui, c'est des gens qui s'excitent parce que les ancêtres même reconnaissaient en nous les maîtres du monde, les maîtres de la science. Les Grecs appelaient les Égyptiens les maîtres initiateurs. Bon, maintenant, avec l'idéologie, les gens ont tout mélangé. Donc, voici maintenant le décor et qu'on peut dire pêle-mêle pour que les gens puissent comprendre la profondeur de la chose. Et maintenant, quand on revient sur cette question de l'Égypte ancienne, parce que pourquoi? On a donné ça pour que les gens puissent voir le background, que ce qu'on dit là, parce que c'est les djinns là qu'on attaque. Ces émissions qu'on est en train de faire là, tu vas voir que personne ne va oser t'attaquer, parce qu'on donne des ouvrages. C'est des trucs scientifiques, c'est ce que Cheikh Anta Diop appelle l'anthropologie sans complaisance. Les faits culturels des peuples. Maintenant, si un Européen, ceux qui s'asseyent dans les télés, qui parlent de non, guillemets, et les gens sont en train de faire de l'idéologie, ils ont même insulté Cheikh Anta Diop. Aucun chercheur, cher aîné, aucun sans te couper avant que tu ne continues. Là, à ce moment-là, ce passage, j'aimerais, parce que je sais que ils sont sur ma page, aux soi-disant experts là de BFM, merde, et de CNews. Si vous êtes sûr de vous, parce que on vous voit sur les plateaux attaquer Cheikh Anta Diop,
tourner en ridicule, essayer de minimiser la chose. Si réellement vous êtes sûr de vous, voici un aîné, voici nos aînés qui sont là, qui sont prêts à répondre à vos invitations sur vos plateaux, hein, depuis leur position, pour vous démontrer et démonter vos idéologies, vos mensonges aux yeux de vos téléspectateurs. Donc, si vous êtes sûr de vous que ce que Gims ou l'Égypte ou les Noirs, etc., que ce n'est pas vrai, alors l'invitation, vous n'allez qu'à lancer l'invitation et avec plaisir, notre aîné viendra vous démonter sur votre plateau pour qu'on en rigole un peu. On continue. Donc avant de revenir sur l'Égypte, je disais que les Européens n'ont rien inventé. Quand ils se vantent du christianisme, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Le christianisme, son fond cosmogonique, ça c'est le mot anthropologique qu'on utilise. La cosmogonie du christianisme vient des Hébreux, ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les Juifs. Mais du point de vue malhonnêteté, cruauté, méconnaissance, les Européens ont trop persécuté les Juifs. Alors que le christianisme vient des Juifs. Vous avez pris la culture de quelqu'un, vous vous êtes approprié cette culture. Et maintenant, vous persécutez ces mêmes peuples-là. En France, on tuait tellement, je dis ça pour que les jeunes Français qui nous regardent puissent aller contrôler. On tuait tellement les Juifs en France qu'il y avait une île où on amenait les Juifs pour tuer, qu'on appelait île des Juifs, en France, à Paris. D'ailleurs, l'Église catholique en France exterminait beaucoup les Juifs. Même quand tu regardes Notre-Dame de Paris, il y a des statuettes qui sont positionnées sur l'église. On voit des statuettes, des bonhommes qui ont les mains sur les yeux, tenant dans les mains, c'est la Torah. Ça veut dire qu'il suffit de regarder, aller à Notre-Dame de Paris, aller visiter et vous verrez les signes de l'église catholique diabolisant les Juifs. C'est du copiage. Puisqu'ils n'ont pas les originaux, ils ne connaissent pas la sacralité, ils ne peuvent pas être sages. La Grèce antique n'a pas produit de religion. Si les Européens veulent aujourd'hui revendiquer une authenticité culturelle, c'est d'aller revoir les Zeus, les Poséidon, les quoi. C'est ça les dieux de leurs ancêtres. Ce qui est dans le christianisme appartient aux Juifs, aux Arabes et aux Africains. L'histoire de la Bible qu'on raconte là, c'est comme ça. Mais ils ont tellement tué les Juifs, ils ont tellement haï les Juifs que les Français peuvent se rappeler de l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, oui, qui a amené Émile Zola a écrit J'accuse, l'un des romans les plus lus en France. Je te dis que je connais la culture française parce qu'on a d'autres formations en Afrique là. C'est la culture qu'on apprend. C'est vrai. Voilà. Ça m'a marqué quand j'ai... Et qu'est-ce qui a amené Émile Zola en exil? C'est à cause de l'affaire Dreyfus. Et vous voyez maintenant, le summum est atteint pendant la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Où il fallait même exterminer les Juifs. Les Juifs, c'est ça. Voilà. Donc aujourd'hui, toutes ces violences que vous voyez là, c'est à cause de la méconnaissance de l'histoire. Les Européens eux-mêmes ne connaissent pas leur histoire. Ils ont falsifié les choses, ils ont éduqué les peuples dans la malhonnêteté. Les gens sont perdus, ils n'ont plus de repères. Parce que tout ce qu'ils font, ça ne les appartient pas. Est-ce qu'on peut leur reprocher qu'ils ne connaissent pas leur histoire, puisque quand on regarde vraiment les choses, les Européens n'ont pas d'histoire, à part la barbarie, la violence, les conquêtes. Quelle histoire ils ont? Donc des fois, est-ce qu'on ne peut pas aussi se poser la question, est-ce qu'on doit leur en vouloir parce qu'ils ne connaissent pas leur histoire, étant donné qu'ils n'ont pas d'histoire ni de culture? Oui, on doit les en vouloir parce que la politique a tout politisé. La politique a tout politisé. C'est comme aujourd'hui, quand tu prends en Amérique, le continent américain, les Noirs américains vivant en Jamaïque, Haïti, Guadeloupe, au Brésil, n'ont pas le même comportement vis-à-vis de l'Afrique que les Noirs vivant aux États-Unis d'Amérique. En Jamaïque, en Haïti, les gens revendiquent leur identité africaine. Le Brésil, aujourd'hui, politiquement, est le pays le plus avancé en matière de reconquête et de réhabilitation des Noirs. Parce que Lula, en son temps, avait pris une loi qui rend obligatoire l'enseignement de l'histoire de l'Afrique. Et les Brésiliens,
il y a des cadres académiques, les gens avancent. Mais quand Au vous prenez au Venezuela, tu sais voilà. très bien, ouais, au Venezuela aussi. Sous Quand Chavez, Chavez a fait un travail énorme au voilà. Venezuela là-dessus aussi. Quand vous prenez aujourd'hui aux États-Unis, les Noirs américains vivant aux États-Unis ont oublié les noms, les langues. Quand tu prends le créole, tu prends les autres noirs, ils ont des noirs non africains qu'ils ont gardés depuis l'esclavage, même des pratiques. Mais aux États-Unis, ce n'est pas la même chose. Vous vous rappelez du film Kunta Kinte? On Oui, le frappe, on oui, le torture pour qu'il oublie. oublie son nom Kunta Kinte, qu'il Oui. est Toby. Il dit non, lui, il est Kunta Kinte, il n'est pas Toby. Et il y a un Ça vient montrer. Il y a Voilà. même un personnage dans la communauté noire aux États-Unis de la nation of Islam ou je sais quoi, Louis Farrakhan. J'ai vu des vidéos où, à l'époque, il faisait même comprendre aux Noirs américains que est-ce que, limite, c'est un péché en tant que Noir américain de revendiquer qu'il est africain. Parce que aujourd'hui, en tant que Noir américain, il disait dans la vidéo que un Noir américain est supérieur, que Dieu les a donné la chance d'être Noirs américains, de porter des costumes, de savoir parler, de savoir lire. Donc, il est hors de question de revendiquer ou de dire qu'ils sont africains. Je ne sais pas si entre-temps, il a évolué sur le sujet, mais il y avait des vidéos. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est ça le problème des Noirs américains vivant aux États-Unis. Ils ont ce problème-là, mais ce n'est pas de leur faute, c'est le conditionnement. Vous voyez, en son temps, on a opposé Martin Luther King, Malcolm X. Malcolm X est musulman, Martin Luther King est chrétien. Martin Luther King est allé, comment on appelle, se recueillir auprès de la tombe de Gandhi. Et Malcolm X, il a fait des voyages en Égypte parce que c'est le même conditionnement. On croit que le christianisme et l'islam, on doit se référer à ces religions-là pour nous reconstruire. Bien au contraire, c'est eux qui nous ont déshumanisés. Et aujourd'hui, quand tu prends les Noirs d'Haïti, ils revendiquent l'originalité de la culture africaine pour se refaire. Mais quand tu prends effectivement ici aux États-Unis, tu vas voir qu'il y a des mouvements où si tu vois, soit c'est dans le cadre de l'islam, ils vont d'autres même voir te démontrer pour te dire que non, c'est la meilleure des religions. Tout ça, c'est le conditionnement. Donc, bref, voilà comment, par exemple, quand on répare les Juifs, tous les problèmes qu'ils ont eus avec les Européens. Parce que tout simplement, ils sont juifs et on ne veut pas reconnaître que c'est leur culture qu'ils ont pris. Et si les Européens étaient sages, les Juifs seraient aujourd'hui leur peuple de référence. Parce que c'est grâce à la cosmogonie juive qu'ils ont bâti le christianisme. Mais vous voyez aujourd'hui que le christianisme, depuis la révolution de 1789, on va le dissocier, l'Église de l'État. Et vous voyez ce qui suit aujourd'hui. Qui oserait croire que en Europe, on allait poser des plaintes contre l'Église catholique pour des questions de pédophilie, de quoi et quoi? Parce que c'est l'Église qui avait le dernier mot. L'Amérique a été fondée parce que les gens fuyaient l'Inquisition pour se retrouver en Amérique, d'où le culte de la liberté aujourd'hui. Donc, il y a tellement de choses aujourd'hui à dire sur l'histoire. Mais tant que les Africains ne vont pas connaître leur histoire, on sera toujours mené à bateau. C'est pourquoi moi j'ai dit, moi, mes enfants, ils vont porter les noms traditionnels, les noms africains. Parce qu'il n'y a pas de noms chrétiens, il n'y a pas de noms musulmans. C'est des noms des Arabes, c'est des noms des Juifs, c'est des noms des Européens qu'on prend donner. On dit non, que c'est des noms chrétiens. Ça n'existe pas. C'est le plus gros mensonge qu'on a fabriqué pour les Africains particulièrement. Est-ce que vous voyez les Chinois porter brutalement les noms des gens? Non. C'est ton nom d'abord, c'est par là que tu t'identifies. Donc, voici... On revient un peu dans le voilà débat. comment il faut voir le décor. Et maintenant, pourquoi cet intérêt pour l'Égypte? Quand on aborde l'Égypte, tout le monde est fâché. Parce que le problème même s'était posé depuis que Bonaparte a envoyé ses conquérants en Égypte, prendre l'Égypte. Volney a dit que quand on regarde le Sphinx, il n'y a rien à dire. La civilisation égyptienne est nègre. D'abord, l'Égypte, de façon géographique, c'est dans le continent africain. Exact. L'Égypte ne fait pas partie de l'Orient. Idéologiquement, il est africain. Du point de vue culturel, est-ce que les Arabes enterrent les morts comme nous on enterre? Est-ce que les Juifs enterrent les morts comme nous on enterre? Est-ce que les Grecs et les Romains connaissent des tombes comme nous on le fait? Non. Est-ce que les Grecs, les Juifs, ils connaissent la sculpter des trucs et avoir des temples? Non. D'ailleurs, les Juifs, ce n'est pas leur culture. On le voit
les Juifs ne sont pas focalisés sur l'esthétique physique. Non, ce Voilà. n'est pas leur truc à eux. Voilà. Donc, aujourd'hui, l'Égypte, quand Champollion est parti en Égypte avec cette mission, il a dit clairement, quand lui regarde le temple de Karnak, comment ça a été bâti, la scientificité de la chose, il se demande qu'en son temps, que faisaient les paysans de la Péloponnèse. Voici la phrase qui tranche tout, le grand Champollion. Et comme je t'ai dit, les Français sont intellectuellement, l'élite française est très malhonnête. Ils ont laissé Champollion mourir pauvre parce qu'il était révolutionnaire. Oui. Champollion a revendiqué et a démonté comment l'Égypte est nègre. Mais comme il n'était pas dans le, voilà, comme il n'était pas dans le courant de la pensée politique, ceux qui sont au pouvoir, on l'a laissé pauvre, on l'a bloqué, on lui a créé tous les problèmes. Champollion est mort pauvre, misérable. C'est sa ville même qui luttait pour préserver sa mémoire. Et c'est ce même comportement qu'on a aujourd'hui dans les pays francophones. Les gens comme les Kizerbo, des intellectuels de haut vol, on a voulu les tuer. C'est devant moi qu'on a décoré Kizerbo dans son lit de mort. On ne m'a pas expliqué. Le Burkina n'a pas décoré Kizerbo, c'est dans son lit de mort. Alors que c'est Kizerbo qui a créé le CAMES pour déconnecter l'élite africaine de se faire évaluer par la France. Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, le CESE au Burkina. Tous nos professeurs gagnent leur titre au CAMES. Le Burkina ne l'a pas honoré. Il n'y a pas... parce que Sankara n'est pas passé aussi, je crois, par là. Non, au temps de Sankara, Sankara n'avait pas de problème. Au temps de Sankara, il y avait une branche qui voulait qu'on tue Kizerbo. D'accord. Et le commando qui devait aller le tuer était prêt, mais Kizerbo, on l'a informé, la même nuit, il s'est déguisé, il a rentré au Mali. C'est comme ça a commencé l'exil. Mais après, Thomas Sankara a envoyé Basile Guissou. Le professeur Basile Guissou, il est vivant. Et Basile Guissou nous a expliqué ça face à face et même il a fait un écrit sur ça. Et où Sankara l'a envoyé à Dakar, dire de voir Kizerbo, de lui demander pardon de revenir. Et Basile dit qu'il est parti, il a expliqué à Kizerbo ce qu'ils se sont dit. Finalement, ils sont pleurés comme ça, comme des enfants, parce que ça faisait mal. Donc Kizerbo va revenir après dans les années 90-91 pour quand ils ont commencé les élections. Quand vous prenez Cheikh Anta Diop, il n'a pas eu des honneurs avec Senghor, il a fait la prison. C'est dans la culture de la France. Les intellectuels qui ne vont pas dans le sens du pouvoir sont toujours malmenés. Donc, Champollion qui disait que l'Égypte est nègre a eu des problèmes. Et maintenant, pourquoi les gens s'acharnent sur l'Égypte? Que ce soit les Arabes, que ce soit les Européens, si on reconnaît que l'Égypte est africaine, l'Égypte est nègre, ça veut dire que toutes les superstructures tombent dans l'eau. Tout ce qu'ils ont bâti comme vision suprémaciste, la religion, tout, ça tombe dans l'eau. Mais c'est que les gens combattent parce que c'est Gim. Il est populaire ou c'est un musicien, c'est eux qui doivent chanter pour amuser les enfants. C'est ça qu'ils disent Africains. Voilà. Il est très suivi, donc c'est voilà. Et donc, on voit que Gim, ce n'est pas sur le plan scientifique qu'il est dérangé, mais c'est sur le plan idéologique. Comme ça, oui. Voilà. Si Gim dit des trucs comme ça, il va sensibiliser les Africains. Ils vont prendre conscience, comme il est écouté, ils vont prendre conscience de leur histoire. Puisque tout a été falsifié pour servir leur suprématie. Donc, l'Égypte est devenue un danger. Quand les gens disent que non, il y avait des Blancs, c'est faux. C'est faux. Et je vous lis la chronologie de l'histoire de l'Égypte. Vous pouvez trouver ça dans le dictionnaire des civilisations égyptiennes. Et ça a été dirigé par Georges Poussener et Serge Soneron et Yves Yoyot. C'est la crème de l'égyptologie française. Ah, voilà, ils ne pas. Ah oui, c'est des Noirs. Ouais. Non. Voilà. Ça, c'est des Français qui ont écrit le dictionnaire. Alors, et à la page, je dirais 1, vous regardez à gauche, dans l'histoire, la chronologie, dans les années 711 avant Jésus-Christ, l'Égypte a